Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Artsakh, la mémoire en péril. Des incendies ravagent la région occupée, menaçant une centaine de monuments historiques. Azerbaïdjan, la presse célébrée, les journalistes en prison. Amnesty International dénonce une répression sans précédent. Soi-disant corridor de Zangezur, la ligne rouge de Téhéran. Une double tragédie se joue en Artsakh occupé. Après la perte de la terre, c'est désormais la mémoire qui part en fumée. De vastes incendies ravagent depuis une semaine la partie orientale de la région, menaçant de détruire un patrimoine historique et culturel inestimable. Près de 100 monuments, dont le monastère d'Amaras et le site archéologique de Tigranakert, sont aujourd'hui sur la trajectoire des flammes. Une catastrophe écologique et culturelle qui se déroule sous le contrôle des forces azerbaïdjanaises. Le point sur la situation. Les incendies qui font rage depuis 7 jours sur la ligne de front est de l'Artsakh occupée menacent le patrimoine historique et culturel de la région. Selon le ministère de la Culture de l'Artsakh, près de 100 monuments historiques se trouvent dans la zone des incendies, notamment la réserve de Tigranakert, le complexe monastique d'Amaras, ainsi que des églises et des édifices de grande valeur culturelle dans plusieurs localités. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si les incendies ont atteint ces monuments ou non, mais le fait qu'ils se trouvent dans la zone des incendies est incontestable. C'est d'ailleurs ce que montrent les cartes correspondantes de la Masa. Selon Sergueï Chaverdian, si nous parlons pour l'instant de manière virtuelle des dommages causés au patrimoine, faute de preuves concrètes, nous pouvons en revanche affirmer que l'écosystème de l'Artsakh est menacé d'un point de vue environnemental et qu'il faudra peut-être des décennies pour réparer les dégâts. Par exemple, les mûriers historiques de Norchen ont brûlé. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais et nous avons pu identifier les lieux. Naturellement, les incendies de forêts, de champs et de pâturages causent également d'immenses dégâts à la nature. L'Azerbaïdjan, qui contrôle ces territoires occupés, est tenu par les conventions internationales de protéger le patrimoine culturel et naturel local et de prendre des mesures pour éteindre les incendies et réparer les dommages. Nous faisons porter l'entière responsabilité à la République d'Azerbaïdjan, car nous n'avons pas d'autre mécanisme efficace pour influencer la situation. Le président du Conseil public souligne que, avant l'occupation de l'Artsakh, des incendies se déclaraient souvent dans ces mêmes zones, mais ils étaient éteints de manière rapide et efficace. En 30 ans, la région n'avait jamais connu d'incendie d'une telle ampleur. Le président du Conseil public souligne que, avant l'occupation, que se passe-t-il maintenant? Nous voyons bien que, malgré la publication de diverses vidéos montrant que les incendies sont combattus par différentes personnes, y compris par les autorités compétentes d'Azerbaïdjan, cette action n'est pour le moins pas aussi efficace que celle que nous menions dans notre patrie. Si l'implication des organisations internationales est importante pour la protection du patrimoine de l'Artsakh, il est encore plus crucial que des mesures efficaces soient prises au niveau de l'État. Bien sûr, la société civile, les ONG, des personnalités publiques ou des historiens soulèvent constamment la question devant diverses instances internationales. Mais le moyen le plus efficace de protéger le patrimoine historique et culturel de l'Artsakh, c'est une intervention active du gouvernement de la République d'Arménie. Les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel de l'Artsakh, qu'elles soient dues à des facteurs humains ou à des catastrophes naturelles, pourraient entraîner une perte irréparable, non seulement pour le peuple arménien, mais aussi pour la culture mondiale. La destruction de ces monuments pourrait effacer l'identité arménienne de l'Artsakh, ce qui, selon Chaverdian, est l'un des objectifs poursuivis par l'Azerbaïdjan. Mary Danielian, Edgar Guloyan, Reopen Media. En Azerbaïdjan, on emprisonne la parole libre et le silence est abattu sur la presse indépendante à Bakou. C'est le constat accablant d'Amnesty International qui dénonce une répression systématique contre les journalistes critiques du régime Aliyev. Ils sont pourchassés, arrêtés arbitrairement, jugés sur la base d'accusations forgées de toutes pièces et emprisonnés dans des conditions inhumaines. Cette vague de répression, note le rapport, s'est intensifiée juste avant la conférence sur le climat COP29, comme pour faire taire toute voix dissidente, alors que les projecteurs du monde étaient braqués sur Bakou. Aujourd'hui, le résultat est sans appel. Il ne reste plus aucun média national indépendant dans le pays. Un triste record pour un État qui, selon Amnesty International, est devenu le premier au monde pour le nombre de journalistes emprisonnés au cours des 25 dernières années.
Un milliardaire russo-arménien emprisonné Samvel Karapetyan confirme la création de nouveaux partis d'opposition dans le but de renverser le Premier ministre Nikol Pachinian. L'annonce a été faite ce week-end par son neveu et porte-parole qui a précisé que le Mania dirigeait officiellement le mouvement, bien que sa double nationalité russe l'empêche de briguer le poste de Premier ministre. Une nouvelle force politique qui entend bien peser sur la scène arménienne d'ici les élections de 2026 et qui est née de la confrontation directe entre le gouvernement et l'Église apostolique. Téhéran tranche une ligne rouge dans le Caucase du Sud alors que les discussions sur un traité de paix et le projet de corridor de Zangezur s'intensifient. L'Iran martèle sa position avec une régularité quasi quotidienne. Pas de changement de frontières et pas de violation de la souveraineté arménienne. Un message adressé à Bakou, Ankara, mais aussi à Washington, dont l'implication est jugée dangereuse. Entre les appels diplomatiques à la paix et les avertissements militaires à peine voilés, l'Iran se positionne comme un acteur incontournable et intransigeant dans la région. Notre reportage. Dans la région, les discussions autour d'un possible traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et sur le projet controversé de corridor de Zangezur ont été relancés. Un débat dans lequel l'Iran s'est imposé comme un acteur central, martelant quasi quotidiennement sa position. Le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des nations est non négociable. Les récentes propositions américaines sur la gestion de ce corridor ont ravivé les tensions et les responsables iraniens mettent en garde contre les dangers d'une ingérence étrangère. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaël Bagaei, a souligné l'urgence de signer un accord de paix, avertissant que tout retard pourrait entraîner de nouvelles tensions. Notre position sur les développements dans le Caucase du Sud n'a pas changé. Deux sujets principaux sont en discussion. Le premier concerne la paix et le règlement pacifique des différends entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie. Nous avons toujours souligné la nécessité d'accélérer la signature d'un traité de paix. Nous pensons que retarder ce processus n'est pas bénéfique et pourrait conduire à la résurgence de tensions dans la région. C'est pourquoi nous avons exhorté et nous exhortons l'Azerbaïdjan comme l'Arménie à poursuivre sérieusement cette question pour finaliser un accord de paix. Bagaei ajoutait que l'Iran soutenait le développement de voies de transit, à la condition expresse qu'elles ne violent pas la souveraineté des États. Concernant la question des voies de transit et de transport, nous avons toujours soutenu la création et le développement de voies de communication. Nous pensons que c'est un sujet important pour aider au développement économique des pays et pour élargir les relations commerciales. Cependant, le point que nous avons toujours souligné est que ces projets ne doivent en aucun cas contredire la souveraineté nationale des États, leur intégrité territoriale et ne doivent en aucun cas conduire à une modification de la géopolitique régionale ou des frontières internationalement reconnues. Le diplomate a critiqué l'ingérence de forces extra-régionales, soulignant qu'elle constitue une menace pour la sécurité de la région, tout en se disant satisfait que les rumeurs d'une telle participation aient été démenties. Un ton bien plus dur a été employé par Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême iranien, qui a qualifié le projet de corridor de Zangezur de « piège destiné à encercler l'Iran et la Russie ». Le projet de corridor de Zangezur est un piège de blocus pour l'Iran et la Russie. Derrière ce corridor se trouvent les États-Unis, l'OTAN, le régime sioniste et les cercles panturquistes. Velayati a ajouté que Téhéran répondait à cette menace non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Le conseiller affirme que l'Iran a déplacé des forces militaires à la frontière et a mené des exercices pour montrer sa ligne rouge. Selon lui, l'ère de la politique passive et d'observation est terminée. Désormais, l'Iran suit une stratégie de prévention et d'action proactive. David Genjoyan, Reopen Media. L'Iran se dit prêt à coopérer avec tous les pays de la région. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie sont des pays qui possèdent un potentiel de coopération significatif avec l'Iran. Une coopération qui doit être activée pour garantir les intérêts communs, a déclaré le président iranien Massoud Pezeshkian. Si nous renforçons nos relations avec nos voisins, les sanctions deviendront inefficaces. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons améliorer nos liens avec les États voisins et régionaux. La tension monte d'un cran dans le ciel du Caucase du Sud. Des sources concordantes font état de patrouilles intensives de l'armée de l'air iranienne dans le nord-ouest du pays. La chaîne Telegram Sepa Pasdaran rapporte qu'une démonstration de force qui serait une réponse directe au mouvement de l'armée azerbaïdjanaise et au vol continu de ces drones près de la frontière arménienne. Un drone de reconnaissance de Bakou y a d'ailleurs été repéré ces dernières heures.
La solution à deux États, la seule voie pour la paix au Proche-Orient. C'est le message martelé aujourd'hui à la tribune de l'ONU par de nombreux pays, dont la France, lors d'une conférence internationale cruciale. Mais cette vision d'un État palestinien aux côtés d'Israël se heurte à un mur, celui de Washington et de Tel Aviv, qui ont fustigé cette initiative avec virulence. Au cœur des débats, la question de l'après-guerre à Gaza. Le premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, a tendu la main affirmant que l'autorité palestinienne était prête à reprendre le contrôle de l'enclave, à une condition et non des moindres, que le Hamas dépose les armes et remette le pouvoir. Une autre question clé était celle de la normalisation de relations avec les pays arabes. Mais là aussi, la réponse de l'Arabie saoudite est sans équivoque. Le chef de la diplomatie saoudienne l'a répété, pas de normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien. Et pendant que la diplomatie s'active, la pression internationale s'intensifie sur l'Israël pour mettre fin à la guerre. La catastrophe humanitaire à Gaza était sur toutes les lèvres, une pression qui a peut-être poussé Israël à faire une concession. L'annonce d'une pause quotidienne des combats dans certains secteurs à des fins humanitaires. Reste à savoir si cette mesure sur le terrain changera la donne pour les civils pris au piège. Nous voulons construire une alternative à l'état de guerre permanent dans la région, et cette alternative doit passer par la solution à deux États, Israël et Palestine, vivant en paix et en sécurité. C'est la position historique de la France et c'est la seule voie possible. On fait le point sur la situation internationale avec un nouveau bilan très lourd en Ukraine. La nuit dernière, les forces russes ont mené 8 frappes avec de puissantes bombes aériennes sur la région de Zaporizhia. L'une de ces bombes de 500 kilos a frappé un centre pénitentiaire. Le bilan est terrible. 16 personnes ont été tuées et 35 blessées. Le bâtiment de la prison a été entièrement détruit et des habitations voisines ont également été endommagées. En réponse, les Ukrainiens ont frappé avec des drones la gare ferroviaire de Salsk, dans la région russe de Rostov, où un important incendie s'est déclaré. Au sol, les combats les plus acharnés se concentrent en direction de Pokrovsk, où les forces russes poursuivent leur progression après avoir déjà capturé plusieurs localités voisines. Pendant ce temps, en Asie du Sud-Est, le fragile cessez-le-feu entre la Thaïlande et la Cambodge a déjà été rompu. Les deux camps s'accusent mutuellement de cette violation. Le point sur l'actualité internationale avec mon collègue David Genjoyan. En Ukraine, les frappes aériennes russes se sont poursuivies au cours des dernières 24 heures. Kiev affirme que 324 drones et 7 missiles ont été lancés, dont une grande partie a été interceptée. Les principales cibles ont été la capitale, ainsi que les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd, où des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Au sol, les forces russes revendiquent la prise des villages de Boïkivka et Belkivka, dans la région de Donetsk, tandis que de violents combats se poursuivent en direction de Pokrovsk. La Russie affirme que les pertes ukrainiennes ont dépassé les 1340 soldats en une seule journée, un chiffre que Kiev n'a pas commenté. Le nouvel accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis entre en vigueur le 1er août, mais une ombre plane sur un secteur clé, celui des produits pharmaceutiques. Leur droit de douane reste incertain en raison d'une enquête pour sécurité nationale menée par Washington. Une situation délicate tant la dépendance est mutuelle, les États-Unis apportent des médicaments essentiels de l'UE et les géants pharmaceutiques européens dépendent du marché américain. À court terme, rien ne changera, la plupart des produits étant exempts de taxes grâce à des accords antérieurs. Un pas vers la désescalade à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Les commandants militaires des deux pays se sont rencontrés pour consolider le cessez-le-feu négocié au niveau des premiers ministres en Malaisie. Une rencontre qui intervient après 5 jours de combat qui ont fait au moins 40 morts et plus de 300 000 déplacés. Grâce à cette trêve, obtenue sous la pression des États-Unis et de la Chine, le calme est revenu et les habitants commencent à rentrer chez eux. À Stockholm, des pourparlers cruciaux se sont tenus pendant plus de 5 heures entre responsables américains et chinois pour tenter de désamorcer la guerre commerciale. L'objectif, prolonger la trêve de 3 mois pour éviter une nouvelle escalade des droits de douane. Les discussions se sont concentrées sur la réduction des taxes et la reprise des flux de minerais rares. Une rencontre entre les présidents Trump et Xi est désormais attendue.
Enfin, la situation Proche-Orient. Le bilan s'alourdit à Gaza, où les forces israéliennes ont tué au moins 92 personnes ce lundi, et ce malgré la pause humanitaire annoncée par l'armée. Parmi les victimes, 41 civils qui attendaient une distribution d'aide. La violence ne s'arrête pas à Gaza. En Cisjordanie occupée, un jeune colon israélien a abattu un célèbre activiste et enseignant palestinien, Ouad Mohammad Adaligne, qui avait participé au tournage d'un film primé aux Oscars. Depuis octobre 2023, plus d'1 000 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. David Gandjoyan, Reopen Media. L'Allemagne, en partenariat avec la Jordanie, va mettre en place un pont aérien pour livrer de l'aide humanitaire à la population de l'enclave palestinienne. L'annonce a été faite par le chancelier Friedrich Merz à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité allemand. Nous voulons mettre fin aussi vite que possible aux souffrances de la population civile à Gaza, a-t-il déclaré. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 29 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmik Arakelian. Une très belle soirée.